Cette image, tu l'as forcément déjà vue au moins une fois dans tes cours de géographie. Elle a été prise dans un quartier de Sao Paulo et un truc nous saute aux yeux directement. On y voit une séparation bien distincte. De beaux et grands appartements luxueux à droite, un bidonville plus que précaire à gauche. Tout nous invite à repenser les inégalités. Mais on serait pas un peu hypocrite par hasard? La pauvreté est partout et presque nulle part. Présente dans les rues, mais absente de nos conversations. Comme plein d'autres, c'est un thème souvent dénoncé à travers l'art, que ce soit la photographie, la littérature ou encore les animés qui nous intéressent ici. Et ces derniers le font depuis longtemps, non pas en empilant les clichés, mais en démasquant des systèmes qui fabriquent l'exclusion. Et si les animés étaient paradoxalement l'un des derniers espaces populaires qui nous forcent à regarder la pauvreté en face. Durant l'été 2025, il y a un animé qui met un gros coup de pied dans la fourmilière. Son nom, Gashiakuta. Comme sur l'image du Brésil en intro, la société est fracturée, littéralement. On a d'un côté la ville haute où tout est impeccable et ordonné, puis de l'autre la zone de chute, où on entasse les rébus de la société, tout ce qu'on ne veut pas voir. Vu d'en haut, la zone n'est qu'un chaos de ferraille, d'objets cassés et de personnes rejetées qui doivent se débrouiller avec ces broutilles. Le message est clair, la ville jette et les pauvres, eux, réparent. Dans ce monde, la pauvreté n'est pas qu'une fatalité naturelle, c'est un dispositif qui sépare, stigmatise et commande qui a de la valeur ou non. On retrouve exactement cette logique à Great Terminal dans One Piece, où un immense bidonville est aux frontières du royaume de Goa. Et lorsque les élites veulent impressionner des visiteurs, elles n'hésitent pas à y mettre le feu. Ici, la pauvreté est traitée comme une tâche à effacer, plutôt qu'un problème à résoudre. Mais il suffit de reculer dans le temps pour voir que cette frontière n'a pas toujours été une question d'urbanisme. Dans les récits de guerre ou d'après-guerre, comme le Tombeau des Lucioles ou Gen d'Hiroshima, la pauvreté se loge dans chaque geste du quotidien. Les tickets de rationnement tamponnés, le refus sec d'un guichetier, le troc d'objets précieux contre un peu de riz, tout est affaire de survie. La pauvreté dans ces œuvres n'est pas une punition personnelle, c'est la conséquence directe d'un système effondré. Et dis-toi que cette dureté de la vie touche aussi les enfants. Rémi sans famille est un exemple fort. Le jeune Rémi a été vendu à un artiste ambulant. Il vit sur les routes et joue dans la rue pour gagner quelques pièces. En hiver, ses doigts gelés ont du mal à tenir son instrument, et chaque pièce compte. Les nuits sont passées dans des granges ou dehors, avec le ventre vide. Quand son mentor meurt, Rémi se retrouve seul, obligé de continuer malgré tout. L'animé montre que pour les enfants pauvres, la misère ne se limite pas au manque de nourriture, elle leur vole aussi leur enfance. Et malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la pauvreté n'a pas disparu, mais elle est souvent cachée. Dans Ashita no Joe, Joe vit dans un quartier pauvre où les gens louent de petites chambres mal entretenues. Sa seule façon de gagner de l'argent est de monter sur un ring minuscule et se battre, parfois juste pour payer un repas ou une nuit. Le truc, c'est que même quand on gagne un peu, c'est au prix de nouvelles pertes. Dans Kaiji, un arc entier se déroule dans un immense complexe souterrain où des ouvriers endettés travaillent pour rembourser ce qu'ils doivent. Les dortoirs sont éclairés par des néons froids et une boutique vend des petites choses à des prix tellement élevés qu'elles empêchent de rembourser la dette. Dis-toi qu'au moment où le protagoniste savoure une bière et du poulet après des jours de travail, il ne s'attend pas à ce que l'addition l'endette encore plus. Après, il faut comprendre que ce n'est pas seulement les ressources qu'on enlève aux pauvres, mais aussi leur place dans la ville. La pauvreté n'est pas un simple coup du sort, elle est créée et entretenue par des murs, des prix trop élevés, des contraintes injustes et des politiques qui effacent les plus fragiles. Les animés le montrent à travers des objets simples, chaussures trouées, une carte de rationnement, une pièce qui tombe dans un chapeau et des gestes du quotidien qui deviennent vitaux. Et malgré tout, il reste toujours des moments de dignité. Un outil réparé dans Gashiakuta, un repas partagé dans le Tombeau des Lucioles, une chanson jouée dans la rue par Rémi ou encore une bière savourée dans Kaiji. Même si la réponse semble logique, pourquoi les animés ont ce besoin de parler de la pauvreté? Est-ce juste un thème comme un autre? La réponse est non. Ces histoires montrent ce que l'on ne voit pas toujours dans la vraie vie. Elles rappellent que la pauvreté n'est pas juste une statistique ou un problème lointain, c'est une réalité humaine. Les animés, avec leurs images fortes et leurs récits touchants, peuvent rendre ces réalités visibles et forcer le spectateur à y réfléchir. En parlant de pauvreté, ils montrent que cacher la misère ne la fait pas disparaître et que personne ne devrait être ignoré simplement parce qu'il vit de l'autre côté du mur. Cependant, pour que ces œuvres soient aussi justes dans leurs propos, c'est que forcément ça doit s'inspirer de la société. À ça, tu vas peut-être me répondre qu'il n'y a pas de pauvres au Japon. J'aurais aimé te donner raison, mais malheureusement, c'est faux. Dans Tokyo Godfather, 3 sans-abri vivent sous un pont, avec des bâches bleues et un petit réchaud. On voit leur organisation pour survivre dans le froid, puis des jeunes arrivent et détruisent tout, juste pour s'amuser. Être pauvre, c'est vivre dans un endroit où tout peut être enlevé. Parce que quand on parle de pauvreté au Japon, il faut d'abord comprendre que ce pays ne la voit pas comme on pourrait l'imaginer. Dans la culture japonaise, il existe une forte idée qu'il ne faut pas faire peser
reposer sa charge sur les autres. Ça s'appelle Meiwaku, qu'il faut tenir bon, gaman, et surtout se débrouiller seul. Jiko Sekinin, qui pourrait se traduire par auto-responsabilité. Cette façon de penser pousse à voir la pauvreté comme quelque chose de honteux, presque comme une preuve d'échec personnel plutôt qu'un problème de société. Demander de l'aide, c'est risquer de mettre sa famille dans l'embarras, donc beaucoup de personnes préfèrent cacher leur situation. C'est pour ça que beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas de SDF au Japon. En réalité, il y en a, mais ils sont beaucoup moins visibles qu'en Europe ou aux États-Unis. Officiellement, le gouvernement compte seulement les personnes qui dorment dehors, dans les parcs, sous les ponts ou près des gares. En 2003, on en comptait un peu plus de 25 000, et en 2022, seulement 3 400. Mais ces chiffres sont trompeurs, car ils ne prennent pas en compte les sans-abri invisibles, ceux qui dorment dans des cybercafés, des saunas, des capsules hôtels, ou qui changent de toit chaque nuit en squattant chez des amis. En réalité, les associations estiment qu'il y aurait entre 30 000 et 50 000 personnes sans logement stable au Japon. Tokyo est l'exemple parfait de cette invisibilité. Rien qu'en 2023, on estime qu'environ 4 000 personnes vivent en permanence dans des cybercafés, souvent appelés les Net Café Refugees. Ces lieux, ouverts 24 heures sur 24, permettent de dormir sur un fauteuil ou dans une petite cabine avec une connexion internet et parfois même une douche. Mais c'est une solution précaire. Si on perd son emploi, on ne peut plus payer la cabine et on se retrouve dehors. La pandémie du Covid-19 a d'ailleurs montré à quel point ces personnes étaient vulnérables. Quand les cybercafés ont fermé, des centaines de personnes se sont retrouvées sans aucun endroit où aller. La mairie a dû loger en urgence certaines d'entre elles dans des hôtels. Cette invisibilité est aussi renforcée par des barrières administratives et financières. Par exemple, pour demander l'aide sociale, qu'on appelle le Seikatsu Hobo, l'administration contacte souvent la famille pour vérifier si elle ne peut pas aider. Pour quelqu'un qui n'a plus de lien avec ses proches, c'est humiliant et dissuasif. De plus, louer un logement demande un garant, un dépôt de garantie, des frais d'agence et parfois même un reikin. C'est l'argent versé au propriétaire et qui est pas remboursable, ce qui peut représenter plusieurs mois de loyer. Sans économie ni famille pour aider, c'est quasiment impossible à payer. À cela s'ajoute le problème du travail. Depuis les années 90, il y a de plus en plus d'emplois non réguliers, contrats courts, temps partiel, intérim. En 2022, ils représentaient environ 37% des emplois et plus de la moitié de ces postes étaient occupés par des femmes. Ces contrats précaires payent moins, n'offrent pas de sécurité et rendent l'accès au logement encore plus compliqué. Un simple problème de santé peut suffire à tout faire basculer. Un autre aspect inquiétant, c'est que la population sans abri vieillit. En 2022, près de 2 tiers des SDF visibles avaient plus de 65 ans. Beaucoup sont d'anciens travailleurs journaliers ou des ouvriers qui n'ont pas pu mettre assez d'argent de côté pour leur retraite. Leur santé se dégrade, ils sont isolés et trouver un emploi devient quasiment impossible. Enfin, il y a aussi les politiques de nettoyage de l'espace public. À l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, par exemple, plusieurs ONG ont dénoncé le fait que des SDF avaient été expulsés de parcs ou de zones proches de sites olympiques pour donner une image propre de la ville. Certains ont même dormi sous des banderoles des JO, symbole cruel de ce contraste entre la vitrine internationale et la réalité cachée. Tout ça explique pourquoi la pauvreté est si peu visible au Japon. Elle est masquée par une culture de la honte, par des définitions officielles qui minimisent les chiffres, par des formes de logement temporaire qui cachent l'ampleur du problème et par un système social difficilement accessible. Pourtant, elle est bien là, et certains animés ont décidé de la montrer. Parler de pauvreté dans des œuvres populaires comme les animés n'est donc pas un simple choix esthétique. C'est un geste qui déplace le regard du public, modifie des habitudes de pensée et met à l'épreuve des récits poignants. Quand un animé met la misère au centre de l'image, il ne raconte pas seulement l'histoire des personnages en difficulté, il éduque le spectateur à reconnaître des mécanismes invisibles dans la vie réelle et il légitime l'idée que ces mécanismes peuvent et doivent être questionnés. Les conséquences se jouent alors à plusieurs niveaux, sur le spectateur lui-même, sur la culture partagée et sur la critique des systèmes. Lorsqu'un animé prend le temps de filmer un loyer qu'on ne peut pas payer, un magasin où tout est trop cher ou un quartier où certains n'ont pas accès, il nous fait comprendre que la pauvreté n'est pas qu'un problème individuel, c'est aussi le résultat d'un système, d'un mode de fonctionnement de la société. Et comme on suit l'histoire de personnages auxquels on s'attache, on finit par ressentir leur situation comme si c'était la nôtre. Ces œuvres nous aident aussi à comprendre ce que l'on appelle l'avantage social. C'est tout ce que certaines personnes ont sans même y penser. Un logement stable, un garant pour un bail, des économies pour faire face à un imprévu, un réseau de contacts. Dans beaucoup d'animés, les héros n'ont rien de tout ça. Du coup, chaque étape de leur vie est un obstacle. Trouver un travail, payer des soins, se déplacer. Des univers comme Gashiakuta rendent ça visuel. Les riches sont en haut, dans des zones propres et sécurisées, et les pauvres sont rejetés vers le bas, dans des endroits sales et dangereux. Rien qu'avec ce décor, on voit que la ville elle-même est organisée pour séparer les gens. Montrer ça dans des histoires connues change notre manière de voir le monde. On se rend compte que certaines règles ou mesures de sécurité servent en réalité à exclure. Une carte d'accès, un mur, une caméra ou même un prix trop élevé peuvent être des barrières invisibles. Les animés qui montrent ça nous entraînent à lire le monde différemment. La prochaine fois quand tu verras dans les infos un projet urbain pour améliorer le quartier, tu pourras te demander qui va vraiment en profiter et qui va être mis de côté. Ces histoires légitiment aussi l'idée que l'entraide n'est pas juste de la gentillesse, mais une vraie force. Quand on voit des personnages partagés
partager un repas, offrir un toit pour la nuit, donner un conseil qui change tout, ça montre que ces petits gestes sont en fait vitaux, et surtout que tout le monde peut y participer. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un moyen de résister à un système qui laisse tomber les plus fragiles. Enfin, ces animés font tomber la honte qui entoure la pauvreté. Dans beaucoup de cultures, et particulièrement au Japon, être pauvre est, comme on l'a dit, vu comme un échec personnel. Mais quand une œuvre nous montre des personnages dignes, courageux, débrouillards, on comprend que la pauvreté ne définit pas la valeur d'une personne. On se demande plus qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le système. Et c'est pour ça que c'est si important que ces sujets soient montrés dans des œuvres grand public, c'est parce que ça touche tout le monde, même ceux qui ne se seraient jamais posé la question autrement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Elle a pris pas mal de retard, je vous avoue, mais c'est un retard qui est nécessaire. On se focus beaucoup sur l'écriture, le sujet et même le montage pour que vous ayez une vidéo avec un standard qualité assez avantageux. Alors si vous êtes arrivé là et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vise les 10K. Lâchez votre meilleur pouce bleu et commentez la vidéo, ça donne de la force et j'aimerais bien avoir vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux, TikTok, Twitter, Twitch, Insta. Surtout Insta et Twitch, c'est sur Insta que je suis le plus actif et on va bientôt cook des streams sur Twitch, donc restez à l'affût. Allez, un dernier petit cadeau de ma part avant que je vous laisse patienter la prochaine vidéo. On a ouvert le Discord officiel de la chaîne, la Yaru Society, et à partir du jour du upload de la vidéo, je serai en vogue chaque soir à 19h30 sur le Discord pour faire des radios libres avec vous pendant une semaine seulement, donc n'hésitez pas à le rejoindre, tous les liens sont en description. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce petit message de fin, et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yaru, et on se retrouve pour de prochaines aventures.